Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 22 octobre 2021. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, pour terminer la semaine, focus marché, où nous avons des indices qui reprennent de la hauteur en Europe et qui inscrivent même un nouveau record à Wall Street. Alors effectivement, on a eu des données encourageantes ce matin de la part d'Evergrande et en parallèle, bien évidemment, les résultats d'entreprise continuent en tout cas de doper les indices, ce qui a permis au S&P 500 d'inscrire un nouveau record hier en clôture. Donc le S&P, comme je vous le disais, a terminé sur un record, dopé aussi par un bon indicateur de l'emploi américain et par le secteur de la consommation et des technologies. Alors que le Dow Jones, lui, avait quasiment atteint un pic inédit mercredi en cours de séance, l'indice a quant à lui basculé dans le rouge après qu'IBM a publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes du marché. Effectivement, le géant de l'informatique a quand même chuté de 9,6% dans les échanges. Toutefois, le S&P, lui, a terminé en hausse pour une 7e journée consécutive, malgré le repli de son secteur de l'énergie, alors que les prix du brut ont reculé sur fond de préoccupation à l'égard de la demande. Néanmoins, on assiste quand même à une dynamique assez forte sur les cours du pétrole actuellement. Côté valeur, justement, c'est Tesla qui a été le principal catalyseur du Nasdaq, progressant de 3% au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. À Wall Street, on a eu quand même Tesla plutôt qui a quand même prévenu que le constructeur automobile subissait quand même des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, ce qui pourrait exercer une pression sur ses marges dans les trimestres à venir. En tout cas, à court terme, les investisseurs ont plutôt salué les résultats. Ce matin, en Europe, donc, pareil, les indices sont en hausse, profitant, comme je vous le disais, de nouvelles rassurantes sur le groupe immobilier chinois Evergrande, tandis que les publications d'entreprises se poursuivent à un rythme soutenu. Le marché boursier européen emboîte ainsi le pas de l'Asie, où Evergrande a gagné à peu près 4,26% après une information selon laquelle le groupe chinois lourdement endetté a effectué un versement pour régler des intérêts d'une obligation, évitant justement pour le moment le défaut de paiement. Donc ça, c'est un point positif actuellement pour Evergrande. Par ailleurs, on remarque que les indices n'ont guère réagi à la publication des indices PMI Flash, indiquant quand même un ralentissement de la croissance de l'activité du secteur privé en zone euro en octobre, les entreprises restant, comme vous le savez, confrontées à une flambée des prix due aux tensions sur la chaîne d'approvisionnement. Enfin, côté résultats en Europe, eh bien, plusieurs sociétés animent la séance, notamment un poids lourd de la cote au sein du CAC 40, le géant de l'industrie cosmétique L'Oréal, qui a quand même pris la tête du CAC 40 ce matin et du stock 600 avec un rebond avec un bond surtout plutôt de quasiment 6% après une croissance meilleure qu'attendue de ses ventes au troisième trimestre grâce à la forte demande pour ses produits haut de gamme. Dans l'ensemble, on constate que les résultats sont plutôt bien accueillis. On a eu des résultats un peu en demi-teinte hier, mais encore une fois, c'est les gros poids lourds, les valeurs qui ont une forte pondération dans les indices, qui pour l'instant publient des résultats assez solides et encourageants pour la suite. Et par ailleurs, outre-Atlantique, effectivement, comme on a pu le voir, on a quand même Facebook qui a dévissé,
Mais globalement, la semaine dernière, les résultats des bancaires étaient plutôt bons. Ici, on a eu Tesla qui a permis au Nasdaq et au S&P 500 d'inscrire un nouveau record. Voilà, force est de constater que dans l'ensemble, les résultats des sociétés sont plutôt bons et je dirais même assez solides. Maintenant, la semaine prochaine, on a une semaine assez chargée puisqu'on va avoir pas mal de sociétés du CAC 40 qui vont publier leurs résultats. Je vous montrerai justement la semaine prochaine le calendrier des sociétés. Et par ailleurs, on aura aussi là, par contre, les gros poids lourds de la tech. Je pense à Microsoft, je pense à Apple et bien évidemment Amazon. Donc là, pareil, des sociétés qui pèsent entre 1000 milliards de capitalisation boursière et plus de 2000 milliards pour Apple. Donc là, il faudra s'attendre à un peu de volatilité, en tout cas sur le Nasdaq. Et peut-être que le S&P va poursuivre sa hausse pour inscrire de nouveau un nouveau record. Côté macro, justement, ici nous avons un ATH, de nouveau plus haut historique. Les risques ont complètement disparu sur les marchés. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bien évidemment, c'est une boutade. Les risques sont encore présents, mais les investisseurs estiment que le pire n'est pas certain, tout simplement. Et que ici, le VIX est quand même retombé sur un niveau assez bas, alors que le S&P 500 a atteint un nouveau record lors d'un rallye de 7 jours. Comme je vous le disais, l'indice a dépassé son précédent sommet qu'il avait atteint il y a 7 semaines et les solides bénéfices des entreprises ayant à court terme renforcé l'ambiance et l'optimisme des investisseurs à Wall Street. Le S&P a donc clôturé sur un nouveau record porté essentiellement par Microsoft, Tesla, Netflix. Et comme je vous le disais, on attendra surtout les résultats de Microsoft, Amazon et Apple la semaine prochaine. En revanche, le VIX, lui, est quand même tombé à son plus bas niveau depuis février ou mars 2020. Encore une fois, ça permet de prendre la température. Le VIX, aussi appelé indice de la peur, permet de savoir un peu comment les opérateurs se situent. Et à court terme, les regards sont tournés vers les résultats des sociétés, même si, bien évidemment, les risques, je ne dirais pas pèsent, mais en tout cas sont encore présents sur les marchés, que ce soit l'inflation, la flambée des prix, le tapering de la Banque centrale. Bref, actuellement, on a quand même un contexte macro qui pourrait devenir compliqué dans les prochaines semaines. Néanmoins, si on regarde le VIX, on a l'impression que tout va bien. Effectivement, le S&P inscrit un nouveau record et à chaque fois que le VIX repart à la hausse, vous noterez que le S&P a quand même tendance à corriger, que ce soit ici ou là encore. Bref, à chaque fois qu'on atteint quand même un gros pic, une forte hausse sur le S&P, généralement, le VIX, pardon, et généralement le S&P, lui, cède un peu du terrain. C'était le cas ici, fin septembre, avec les inquiétudes autour d'Evergrande. Et maintenant, vous voyez bien que le VIX, au contraire, est tombé à son plus bas niveau depuis février-mars 2020. En parallèle, il ne faut quand même pas oublier que cette hausse est aussi alimentée par les banquiers centraux. Ici, nous avons le bilan des banques centrales par rapport au S&P 500. Et force est de constater que le bilan des banques centrales évolue en tandem avec le S&P 500. Ou du moins, c'est le S&P 500 qui évolue en tandem avec l'expansion du bilan des banques centrales. Prise de recul, toujours, on a quasiment fait x2 le bilan des banques centrales, des principales banques.
Je pense à la BCE, à la Fed, à la BOJ, à la BOE, à la RBA. On était aux alentours de 16, à peu près 16-17 000 milliards de dollars. Bon, on est quasiment, on devrait normalement atteindre les 28 000 milliards de dollars. Donc quasiment un x2. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et derrière, comment ça se traduit? Par une hausse du S&P de plus de 110% en l'espace de 15 mois. 15 à 16 mois, à peu près. C'est la plus forte hausse jamais enregistrée dans l'histoire de la bourse. Maintenant, vous comprenez pourquoi on a des indices qui sont haut perchés, bien évidemment, soutenus par les seigneurs et les dames de la finance, avec une pluie de liquidités et une expansion assez impressionnante de leur bilan. Donc derrière, forcément, on parle de tapering, de réduction des achats d'actifs. Si l'inflation n'est pas permanente, n'est pas transitoire plutôt, et qu'on constate qu'elle devrait durer un peu plus, les banques centrales vont devoir agir et on aura des conséquences sur leur bilan. Et derrière, forcément, qui dit tapering dit réduction des achats d'actifs. Donc forcément, on devrait avoir une stabilisation, voire même une diminution du bilan. Reste à savoir maintenant comment les opérateurs vont interpréter cette démarche de la part des banquiers centraux. Voilà pourquoi les banques centrales, ça fait maintenant 6 mois quasiment qu'on en parle de ce fameux tapering, de cette réduction des achats d'actifs. Il fallait préparer psychologiquement les marchés en amont. C'est chose faite. Maintenant, espérons que cette préparation ne surprenne pas les marchés. Logiquement, non. En tout cas, c'était la stratégie de la Fed. Maintenant, on verra bien le jour où la Fed active véritablement le tapering, comment les marchés vont réagir et si oui ou non une correction pourrait s'opérer sur l'indice. Enfin, pour terminer la partie macro, toujours dans les sondages, c'était un peu la semaine des sondages cette semaine. Je vous ai présenté à peu près chaque jour des sondages de la part de Bank of America sur le pétrole, sur l'inflation, sur les plus gros risques. Très intéressant toujours de prendre la température d'un point de vue des investisseurs, des institutionnels. Et ici, justement, c'est sur le pétrole. Donc quand même, un dossier chaud actuellement, surtout si le pétrole tape les 100 $ et même accélère à 100, voire même 130 $, ça va être compliqué au niveau de l'inflation derrière. En tout cas, on constate quand même que 50%, à peu près 49% des investisseurs estiment que le baril de pétrole ne tapera pas les 100 $ l'année prochaine. Bon, en tout cas, c'est quand même extrêmement serré. Pour un sondage, d'habitude, on a quand même une grosse majorité. Là, pour le coup, balle au centre. Autant pour l'inflation transitoire ou permanente, au début, il y a quelques mois, c'était oui, c'est transitoire à 85%. Bon, maintenant, elle est peut-être permanente à 40%. Vous voyez, là, sur le pétrole, c'est quand même mitigé et un sentiment, en tout cas, que même les investisseurs n'ont absolument aucune idée de où peut aller le pétrole, jusqu'à où, en tout cas, le pétrole est capable d'aller. Pour ma part, si je devais me mouiller, je verrais bien un baril à 90 $ d'ici la fin de l'année. Effectivement, pour l'instant, si on regarde le technique, on a un véritable bulldozer, une dynamique haussière bien en place et tous les replis sont payés. En tout cas, tant qu'on n'a pas un signal de retournement, très clairement, les acheteurs gardent la main et effectivement, aller chercher les 90 $, c'est tout à fait envisageable d'ici la fin de l'année. Maintenant, dépasser les 100, il va falloir surveiller tout ça, tenter de naviguer à vue, j'ai envie de dire, et ne pas être trop dans les anticipations.
car on peut avoir des mauvaises surprises. En tout cas, pour l'instant, c'est extrêmement haussier. Ce sondage montre que même les institutionnels sont un peu indécis, ne savent pas trop finalement comment va évoluer le prix de l'énergie, mais pour l'heure, c'est haussier. 90 $, c'est tout à fait atteignable. Et effectivement, ça reste une grosse zone technique. On fera le point graphiquement juste après, mais c'est la grosse zone technique. Mais si derrière cette zone cède, effectivement, techniquement, ce serait d'aller chercher l'objectif psychologique, en tout cas, des 100 $. Ça, on fera ça, enfin en tout cas, on fera le suivi de cette tendance au fur et à mesure des jours. Côté graphique, donc, direction notre indice national, le CAC 40. Alors, une séance, ou du moins plutôt une semaine sans grande volatilité pour le CAC. Néanmoins, les niveaux de support n'ont pas été enfoncés. J'avais plutôt un biais haussier, je visais les 6780 en début de semaine. Bon, l'indice est quasiment venu chercher ce niveau clé. La semaine et la séance n'est quand même pas terminée. L'indice est quand même bien orienté à la hausse. Ce matin, on pourrait effectivement caler sur ce niveau clé. Ça reste haussier, toujours. On s'inscrit quand même dans une reprise haussière. Et des acheteurs qui sont plutôt présents. Les résultats sont bien accueillis, en tout cas les opérateurs payent les entreprises qui publient de bons résultats avec une révision de leurs prévisions. C'était ça où ça bloquait, on avait quand même des belles sociétés qui avaient publié des résultats, mais si on n'avait pas une révision sur les prévisions ou tout simplement relever leurs objectifs pour les trimestres à venir, oui, on avait des titres qui étaient vendus. Mais encore une fois, dans l'ensemble, les résultats sont plutôt bons, même en Europe. Maintenant, le CAC 40 pour moi, c'est haussier, que ce soit à court ou même à moyen terme. Ici, on a quand même une belle résistance. Donc, je verrais bien l'indice aller chercher les 6780. Et puis, en cas de cassure, l'objectif, ce sera d'aller combler le gap de rupture qu'on avait eu au mois d'août. En données 4 heures, bon, on a gapé, on avait réintégré le range avec un gap. Ici, on a de nouveau gapé. Pour l'instant, en tout cas, pas d'alerte baissière. Peut-être que certains ont tenté des achats sur la cassure des 6685. J'étais de toute façon plutôt neutre, en tout cas, enfin, un biais haussier pour aller chercher les 6780, mais pas de stratégie de trading ou d'opportunité à vous proposer, plutôt une prévision à moyen terme. Je m'attendais à ce que les résultats soient quand même plutôt bien accueillis, mais sinon, c'est vrai qu'en début de semaine, c'était un peu très peu volatile, pas beaucoup d'amplitude, et on n'était pas sur des gros niveaux de support qui m'intéressaient pour tenter des achats. Néanmoins, on est dans une reprise haussière, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Pour l'instant, les acheteurs gardent la main. Je vise toujours les 6780. Et en cas de cassure, eh bien, on fera le point, mais j'espère que l'indice parviendra à combler son gap. Le DAX. Le DAX, c'est la même chose. On n'a pas eu beaucoup de volatilité. Le seul point d'entrée qui était à surveiller, c'était le fameux pullback sur le setup cassure Tenkan Kijun. Donc, celles et ceux qui ont réussi à se positionner dessus, très bien, bravo à vous. Pour moi, c'était un point d'entrée effectivement intéressant. Maintenant, mettez votre stop à break-even et laissez-vous porter par cette reprise haussière. Dans l'espoir qu'on arrive à franchir, rappelez-vous,
le niveau ici de 61,8 de Fibonacci couplé avec la moyenne mobile 50 périodes. Donc si je bascule en données daily, pour l'instant, c'est plutôt bien engagé. On a un passage en force. Le niveau 15 500 tient. On pouvait constater très clairement, bon, je bascule en données 4 heures, mais qu'on a évolué dans un range. Là, passage en force, MM50, 61,8 de Fibo de la dernière vague de baisse aussi actuellement, mais cette fois-ci avec la même 50. Alors là, alors qu'ici elle avait bloqué en fin de semaine dernière, ici ça semble plutôt positif. Et par conséquent, je verrais bien une accélération en direction des 15 800 sur le DAX. En données 4 heures, je vais plutôt me mettre en données horaires. Et en données horaires, pour moi, on est en train de sortir par le haut d'un range. Juste ici. Voilà. C'était un peu le range à travailler cette semaine. Vous voyez que la borne basse du range correspond pile poil au plat Tenkan Kijun hebdomadaire. Donc effectivement, c'était un niveau intéressant. Et maintenant, si on sort par le haut et qu'on arrive à break les anciens plus hauts de la semaine dernière, eh bien, reprise de la dynamique haussière et objectif théorique à 15 800, à peu près. 15 780. En tout cas, ce serait l'objectif théorique. Pour ma part, je vise un peu plus haut, 15 800. Mais ça semble bien engagé pour l'instant sur le DAX et tout porte à croire que l'indice pourrait poursuivre son ascension pour aller chercher la semaine prochaine le niveau que je viens d'évoquer. Le Dow Jones. Non, pas de divergence. Le Dow Jones, on est à la croisée des chemins, tout simplement. Va-t-il réussir à inscrire un record ce soir à la clôture? Bon. On a brièvement, mercredi, dépassé les plus hauts historiques. On a quand même eu un beau rallye, c'est chose faite pour le S&P 500. Maintenant, comme je vous le disais, si l'indice franchit et break les 15 630, je vise les 36 000 points, soit la borne haute de ce canal haussier. C'est l'objectif, le prochain objectif en tout cas. 36 000 points. Maintenant, il va falloir surveiller en données 4 heures si le marché a suffisamment de force pour break ce niveau et aller chercher les 36 000 points. Mais là, même constat, on avait un range et l'objectif de sortie de range, c'est 36 100 points. Ça va peut-être pas aussi gourmand, quoique c'est pas grand-chose 100 points, mais 36 000 pour moi ça correspond à la borne haute de ce canal et puis surtout c'est un prix rond, donc un niveau psychologique. En tout cas, ça reste haussier. Le seul bémol, c'est qu'on est quand même en pleine accélération. On a quasiment pris, comme je vous le disais, en même pas une semaine, 1500 points sur le Dow Jones. C'est pas rien. Voilà, je ne serais guère étonné de voir l'indice respirer, mais sinon, globalement, ça reste haussier. Le Dow Jones, sur les futurs, la divergence, au final, n'était pas validée. On a eu un top légèrement plus haut et on est en train de travailler la résistance. On est en train de travailler cette fameuse zone de prix. Et encore une fois, hein, si cette zone est amenée à céder sous la pression acheteuse, bon, bah, je vois pas ce qui empêcherait le Dow Jones d'aller chercher les 36 000 points. Toujours garder en tête les fameuses zones qu'on avait identifiées maintenant depuis pas mal de temps pour intervenir, mais je ne remarque pas de changer de retournement, de signe d'essoufflement. Au contraire, on est en plein dans la zone.
à voir cet après-midi à l'ouverture, mais l'indice est quand même bien engagé cette fois-ci pour inscrire un plus haut historique. À surveiller quand même en clôture pour éviter un bull trap, mais globalement, on a une belle reprise haussière. Pour ma part, j'attendrai la cassure tout simplement des anciens plus hauts pour espérer voilà, une dernière accélération en direction des 36 000 points. L'euro dollar sur support toujours, rien à signaler. J'aimerais quand même une dernière vague de hausse pour aller chercher les 1,1710. On peut mettre son stop à break-even déjà ici pour celles et ceux qui sont rentrés sur l'avalement haussier. Au moins, ça permet de protéger le trade. Peut-être que certains ont pris des bénéfices sur le TP1 qui était vers les 1,1670. Et le TP final, ce serait la 1,1710. Donc, je garde toujours ce plan. Pour moi, il n'est pas invalidé. On assiste à une reprise haussière. Maintenant, il faut juste surveiller que le support ne cède pas. Effectivement, si le marché effectue une incursion sous les 1,1620, bon, ce serait reprise de la dynamique baissière. Pour l'heure, ça tient. En données 4 heures, toujours ce canal qui permet de cadrer la dynamique actuelle à court terme. Parfait. Et tant que ce canal n'est pas enfoncé avec la MM50 qui va revenir, pas d'alerte baissière. Voilà pourquoi je vous invite à remonter votre stop. Normalement, si votre stop est à break-even, ça vous laisse quand même un peu de marge. Si une petite mèche, vous remontez bien votre stop, pas forcément à break-even, mais minimisez la perte en tout cas. Maintenant, si on zoome un peu en données 4 heures, on a un range. Voilà. Pareil, range. Si on casse par le bas, eh bien, certains y verront un drapeau baissier. Dans ce cas-là, direction 1,1530. Si incursion sous 1,1620 MM50, on invalide le plan haussier, direction 1,1530. Toutefois, la divergence haussière est toujours valide, l'avalement haussier est toujours vivant. On est dans un range qui s'inscrit à l'intérieur d'un canal haussier. Maintenant, attendons la rupture d'une des deux bornes qui devrait logiquement donner le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. En cas de cassure par le haut, effectivement, on reporte le range, ça nous donnerait effectivement les 1,1710 couplés à la MM50 daily, couplés à la borne haute de notre canal daily baissier. Voilà le plan clair comme de l'eau de roche sur l'euro dollar. L'euro GBP suivi du plan vendeur baissier, mais bon, toujours dans le range. Encore une fois, stratégie de ping-pong entre les deux bords. On attend la cassure. Pour moi, on a eu un signal qui a été validé la semaine dernière. En données hebdomadaires, bon, finalement, ça reste un pullback sur la borne basse de ce triangle. On est toujours dans ce fameux range 0,83, 0,93 et tout porte à croire que les prix devraient effectuer. En tout cas, ça reste mon scénario. Comme vous le savez, je vise les 0,83. Retour sur la borne basse. Maintenant, encore une fois, on affine, surtout en données 4 heures, en données daily. Bon, on n'a pas beaucoup d'informations. La Tenkan qui devrait logiquement venir coiffer les prix dans les prochains jours. Mais sinon, c'est en données 4 heures que ça se passe. Et là, il va falloir surveiller, encore une fois, la sortie à venir du range. Effectivement, en cas de sortie par le haut, ça pourrait coincer. Logiquement, le stop loss est au-dessus ici, vers les 0,8520. Et en cas de sortie par le haut, risque d'invalidation.
pour l'instant, rien n'est fait. Par contre, si on sort par le bas, et bien là, on devrait reprendre notre dégringolade et accélérer de plus en plus vers les 0,83. Sur le yen, il se passe des choses intéressantes. On avait vu justement l'euro-yen. Donc là, je vais surveiller. Pas de plan en tout cas pour aujourd'hui. Plutôt un plan à surveiller à partir de la semaine prochaine pour savoir. Je suis un peu tiraillé sur l'euro-yen. En tout cas, je m'attends à un repli. J'ai plutôt un biais baissier, voilà, pour tout vous dire. J'évoquais avec vous hier la bougie qui ressemblait à une étoile du matin, une étoile du soir, pardon, Doji. On a même eu un magnifique avalement. Après avoir atteint l'objectif théorique du range, ici, si vous reportez la hauteur, effectivement, on a atteint l'objectif théorique, on a formé un chandelier baissier, on était très éloigné de la Tenkan. Bon, je visais toujours les 131, 132, voire 131,15. Et quand je vois cette bougie-là, bon, je me montre un peu plus méfiant. Effectivement, on est sur résistance, chandelier de retournement, je verrai bien un retour sur les 131. 132, pardon, puis 131,15. Maintenant, en données 4 heures, là, la seule chose qui m'embête, c'est que ce soit soutenu par la MM50, mais peut-être correction en ABC. En ABC, et il ne faudrait pas que le marché me fasse derrière, s'il reprend un peu trop de hauteur, une cassure Tenkan Kijun. Voilà, ça pourrait potentiellement invalider le plan. En fait, ce qui m'embête surtout, c'est qu'on a une forte dynamique haussière. Et généralement, qu'on ait une tendance assez basique qui s'est mise en place, oui, le marché peut très vite la retourner. Mais quand on a un puissant flux haussier qui s'inscrit à l'intérieur d'un rallye, généralement, ça montre de la force acheteuse. Voilà pourquoi je me méfie un peu, mais même si j'ai des signaux validés en daily, je m'attends quand même à un repli. C'est juste la force de la tendance qu'on a eue juste avant qui me fait dire que peut-être l'euro pourrait quand même montrer de la résistance, tout simplement. En revanche, le NZD yen me plaît déjà plus. Pareil, il faudrait que je regarde si on est sur une zone. Ouais, effectivement, on est venu taper la zone mensuelle. Là, on a une très belle zone mensuelle qui se situe juste ici. On n'est pas loin, il n'y a pas grand-chose. Mais on a une belle zone mensuelle de prix. Que si je la descends pour prendre les petites mèches juste ici, bon, ouais, il manque pas grand-chose, mais on est sous zone, très clairement. Les prix sont venus buter ici, l'accumulation de mèches, pareil ici, là on a plein de mèches dans la zone, plein de mèches et plein de clôtures de bougies. Par conséquent, on est sur zone mensuelle. Donc là, pareil, je m'attends à un repli généralement sur zone. Maintenant qu'on a identifié cette zone, on bascule en données daily. Et en données daily, bon, bah, la bougie invite très clairement à une correction à venir avec un beau chandelier baissier, un bel avalement baissier. En parallèle, nous avons, donc là ça va être le plan que j'ai envie de mettre en place sur cette paire, qui pour moi est validé, une divergence baissière. Vous voyez, là, une belle divergence baissière qui a été validée, on est sur zone mensuelle et derrière, on a un chandelier de retournement. Donc le premier objectif, ce serait d'aller chercher la MM50, et si ça casse, les 38,2, puis les 50. Ça me paraît un peu ambitieux, les 50, mais pourquoi pas, en tout cas. Mais globalement, peut-être le moment d'opter pour une stratégie baissière avec l'apparition d'un chandelier de retournement proche d'une zone mensuelle et une divergence baissière sur RSI validée sur l'unité de temps 4 heures.
Le gold, enfin, ça devient intéressant. J'attends quand même la clôture. Ce qui me dérange, ça reste toujours le chandelier hebdomadaire, mais ça commence à prendre forme, en tout cas. On surveillait les zones identifiées cette semaine, 1750, 1725, ou franchissement de la borne haute du canal baissier couplé à la MM200, couplé à la zone hebdomadaire, 1785, 1795, 1800 à peu près. Ici, bien évidemment, il y a quand même toujours un bel obstacle au-dessus de la tête. Ça, on ne va pas le nier, ça reste la MM50 et le plaquis jaune vers 1800-1805. C'est quand même un gros morceau. J'aimerais bien qu'une bonne fois pour toutes le gold transperce ce niveau. Et là, ça permettrait de libérer le potentiel haussier pour aller chercher les 1830, 1850 et plus si affinité. En données daily, par contre, ça se présente plutôt bien. C'est encore trop tôt, on ne va pas se précipiter. Ça peut être un plan qui va se valider la semaine prochaine, mais voilà où on se situe maintenant. On est sur zone, on bute toujours sur MM50, MM200, pardon, et on tente de franchir la borne haute de notre canal. Si derrière, c'est confirmé avec clôture au-dessus de 1800, dans ce cas-là, je passerai haussier sur le gold avec un niveau d'invalidation vers les 1774. Et malgré la Tenkan et la M2, la Kijun pardon, et la MM50 hebdo, je partirai quand même sur un scénario de reprise en direction des 1830. Un plan à surveiller pour la semaine prochaine. Et si on échoue une nouvelle fois sur ce niveau, eh bien, on attendra un retour sur les 1750 ou les 1725. C'est aussi simple que ça. En gros, sur le gold, on se trouve à la croisée des chemins. Voilà. Maintenant, soit on passe en force, soit on échoue. Dans ce cas-là, on tentera des achats sur repli. Si passage en force, on attend la clôture pour se positionner potentiellement dans une reprise haussière de moyen terme. Le Brent. Mais est toujours en mode bulldozer, malgré le recul d'hier. Pas trop d'inquiétude. Est-ce que la divergence a été validée? Tiens. Il n'y avait plus de divergence. Ouais, c'est vraiment limite. Ouais. Elle est très très petite cette divergence. De toute façon, elle n'a pas été validée en plus. Le précédent creux ici n'a pas été cassé en clôture. Je la trouve extrêmement petite et peu convaincante. Et de toute façon, elle n'est pas validée. Donc, toujours pas de divergence. Et on est au-dessus de la zone. C'est aussi ça qui me dérange. À voir comment on clôture cette semaine la bougie. Bon, open égale close pour l'instant. En tout cas, si on clôture comme ça, on aura eu une petite hausse, mais on est quand même proche de l'équilibre. Affaire à suivre, et comme je vous le disais, bon, si on casse cette zone, c'est direction les 90 $ en introduction. Un objectif tout à fait atteignable. Pour le coup, je rejoins les prévisions de Goldman Sachs, qui, pour une fois, semblent plutôt justes, en tout cas. Après, 100 $. Après, la prochaine grosse zone, oui, c'est 100 $. C'est le seuil psychologique. Là, on a une très belle zone de prix. Ici, vous voyez, là, on a pas mal. On a eu le pullback ici. Là, si je prends les plus bas, tac, et que je trace un peu cette zone, ouais, ça donne ça à peu près. Il faudrait que je l'affine en données mensuelles, mais là, étant donné qu'on a quand même parlé du pétrole en introduction, le prochain gros niveau technique se situe à 98,5, 99, allez 100, on va arrondir.
façon, c'est un prix rond, c'est un seuil psychologique, donc un seuil clé. Voilà les niveaux auxquels il va falloir prêter attention au cours des prochaines semaines. Et globalement, si on n'a pas de repli ici, direction 90, si on pète les 90, ce sera direction 100. Ce setup est toujours vivant. La cassure Tenkan-Kijun, parfaitement fonctionné, toujours vivant. L'indicateur ne nous dit pas de sortir de position. Donc, on a vraiment un flux. Hein. C'est l'un des actifs les plus haussiers avec le Bitcoin, quoi. Forcément, préférable de se positionner dans le sens du courant. Maintenant, en données 4 heures, bon, cassure Tenkan-Kijun, effectivement, mais Chikou n'est pas libre de tout obstacle. Donc ça, elle n'est pas validée. Après, à vous de voir comment vous voyez les choses. Pour moi, je vois qu'on est dans un range en données 4 heures et qu'encore une fois, tous les replis sont payés. Pour le moment, ça tient. Venu taper MM50, cassure Tenkan-Kijun. Bon, effectivement, il aurait fallu que Chikou soit pas dans les prix pour valider le setup, mais globalement, c'est pas baissier. Toujours pas. Donc, pas de stratégie vendeuse, soutenue par l'oblique baissière, haussière, pardon. Une belle oblique qui passe par tous les points bas, tac, tac, tac. Les prix, hop, qui se replient, tous les replis sont payés. De ce fait, ça reste haussier, trop tôt pour déclencher une stratégie vendeuse et on prend son mal en patience. Et soit on attend, hop, une belle bougie qui casse cette zone et même 50, sinon on attendra réaction des prix sur la zone 88-90 $. En attendant, celles et ceux encore qui arrivent et qui ont la psychologie de payer tous les replis, eh bien, bravo à vous, car c'est une stratégie gagnante actuellement. Le light, je vais réajuster, c'est à peu près ça le canal. Mais pareil, ça reste quand même assez solide dans l'ensemble. C'est la même chose que sur le Brent, hein, vous voyez, on est dans un canal haussier. Le Brent, on en a une oblique ici, on a une plus forte accélération sur le WTI. Globalement, on est quand même dans un canal haussier, on ne va pas s'amuser à vendre un support, on va attendre la cassure, donc celle du canal avec la moyenne mobile 50. Et à court terme, on consolide dans un range. Et donc là, je vous invite à surveiller la cassure de ce range, qui encore une fois devrait donner le tempo pour la suite. Effectivement, en cas de cassure par le bas, pourquoi pas opérer une stratégie vendeuse. Et en revanche, si on break les 84 $, je continuerai d'être haussier pour aller chercher la prochaine zone que je n'ai pas tracée, mais en tout cas, ce serait déjà dans un premier temps la borne haute de mon canal vers les 87 $. Ici, on a certes des chandeliers qui hésitent avec un peu des pendus. Dommage qu'on ait un peu de mèche au-dessus. J'aurais aimé qu'on ait un peu moins de mèche, mais effectivement, globalement, deux pendus. Encore une fois, il ne faut pas analyser les chandeliers et se dire bon, bah là, j'ai un chandelier de retournement, il faut absolument vendre. Non, comme on vient de le faire, il faut analyser aussi sur l'unité de temps 4 heures ou horaire, ce qui permet d'affiner justement votre plan. Et là, on voit bien qu'on a un beau canal haussier à l'intérieur duquel les prix consolident dans un range. De ce fait, on surveillera la cassure d'une des deux bornes pour savoir dans quel sens il faut se positionner pour la suite. Et comme évoqué, vous connaissez, là ce sera un retour sur la bande basse ici. En cas de cassure, on irait chercher les 87 $. Les cryptos maintenant avec le Bitcoin, le BTC USD. Pas très inquiet de cette bougie, cet avalement baissier. Bon, pour l'instant,
On est sur support en fait. Et je serais inquiet si le BTC enfonce ma zone de support hebdomadaire. Là, on a quand même une très belle zone. On va tracer, qui pour moi se situe ici. À peu près. Voilà la zone de support. Je pourrais même la mettre un peu plus large, mais globalement, pour moi, c'est ici, on a toutes les mèches qui viennent taper, les clôtures. Bon, là, c'était de l'excès haussier. Pareil, on a pas mal en données hebdomadaires d'accumulation de mèches dans cette zone. Voilà pourquoi j'ai une belle zone de support à 59 600, 61 750 à peu près. Et invalidation de la sous-coupe, comme évoqué lors du précédent briefing des marchés. Rappelez-vous, les cassures de sous-coupe en données logarithmiques, généralement ont tendance à donner une nouvelle phase de bull run. Là, pour le coup, on était toujours dans un marché haussier. On a eu la phase 1 de bull run, phase de purge et de correction, phase 2. Et maintenant, je m'attends à une phase 3. Et ce matin, je lisais un papier disant, bon, après, c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, mais des analystes de, je sais plus, je crois que c'est Morgan, je sais plus si c'est Morgan Stanley ou JP Morgan, qui prévoyait le BTC à 100 000 $ d'ici la fin de l'année. On en voit de toutes les couleurs de ces analyses-là. Pour le coup, ce serait envisageable, peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais à moyen long terme, oui, surtout si on démarre une phase 3 de bull run. Après, voilà, les prévisions, surtout sur les crypto-monnaies, je lis tout et n'importe quoi. Un BTC à 500K d'ici la fin de l'année, un Ethereum à 35 000 $, bref, pour faire couler de l'encre, les journaux sont très forts. Néanmoins, c'est haussier, on a validé cette sous-coupe, signal d'alerte, si on enfonce ce niveau-là, effectivement, ça invaliderait voilà, le pattern récurrent qu'on a sur les crypto-monnaies avec la cassure des anciens plus hauts sous forme d'une sous-coupe. Mais globalement, je suis haussier, je vise les 70 000 $, 80, 90 000. Et puis, encore une fois, on verra d'ici là jusqu'où l'actif est capable de monter. Néanmoins, je constate quand même que la bougie mensuelle est quand même assez impressionnante et qu'on prend quasiment, on enregistre des gains de 45% en même pas un mois. En daily maintenant, voilà, c'est la grosse zone de support. Ici, là je vais supprimer ce canal, il ne sert plus à rien. Hop, on est sorti par le haut. Et là on effectue le pullback. Ça reste haussier. Alors, un marché qui a peut-être besoin de respirer, effectivement, on a quand même pris plus de 20 000 $ en ligne droite, 25 000 $. Bon, ce serait bien maintenant de construire une tendance assez saine et pérenne pour la suite. On ne monte pas à la verticale, là c'est le cas, on fait des replis, on est venu chercher la Tenkan. Ce serait bien que Kijun remonte elle aussi pour construire une tendance plutôt saine et tenable sur la durée pour aller chercher de nouveaux records. L'Ethereum, pour terminer ce briefing, j'attends la clôture hebdomadaire sur l'Ethereum, même si j'ai quand même bien aimé cette belle bougie qu'on a eue mercredi, qui est plutôt de bon augure pour la suite. Maintenant, en données hebdomadaires, voilà, j'aimerais bien qu'on ait une belle clôture hebdomadaire. Confirmer la fameuse tasse avec anse. Mais pour l'instant, pareil que sur le BTC, ça semble plutôt bien engagé. On fera le point lundi avec la clôture hebdomadaire. On a
quand même pas mal de volatilité sur les cryptos le week-end, notamment le dimanche. Donc, rien n'est fait, même si je remarque que c'est globalement bien engagé, encourageant pour la suite, des signaux positifs qui permettent d'entrevoir en tout cas une nouvelle jambe de hausse. Toutefois, on attendra quand même la clôture. En données 4 heures, données 4 heures, faut que j'enlève les Chinook, on voit strictement rien. En données 4 heures, bon, apparemment on a ce canal haussier qui permettrait un peu de cadrer la dynamique à moyen terme. Tac, tac, on est venu taper la borne haute. L'alerte baissière, ce serait de retomber sous les 3000. Enfin, alerte baissière, c'est vraiment un grand mot. Hein. La vraie alerte baissière, et encore, ce serait qu'on casse les 3700, qu'on repasse sous 3700. Là, effectivement, ça montrerait que le marché commence à s'essouffler. Mais si le marché retombe sous les 3900, bon, il n'y a rien de dramatique, très clairement. On reste toujours dans le canal, soutenu par la MM50. On pourrait très bien venir prendre appui sur la borne basse, juste ici, avant de repartir et casser une bonne fois pour toutes la zone et valider cette fameuse tasse avec anse, avec une ligne de coup juste au-dessus juste en dessous plutôt des plus hauts historiques. Globalement, c'est plutôt positif, comme je vous le disais, et assez encourageant pour la suite. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Encore une fois, soyez prudents sur les marchés, surveillez votre exposition et en parallèle, bien évidemment, passez un excellent week-end et je vous retrouve lundi pour de nouveau faire un point complet sur la planète finance.